j'invite le professeur Patrick Ruche à me rejoindre. Patrick Ruche, qui est aussi le responsable de la filière information documentaire de la HEG Genève et membre du comité scientifique de ce symposium. Je pense que je reste là. Okay. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci Béatrice, merci Marianne. Je vais continuer évidemment sur les fake news. Je vais essayer de m'intéresser aux fake news du point de vue du contraste qu'elles ont vis-à-vis d'autres nouvelles qui sont générées par la science, en fait. Le lien est un peu ténu, mais je me suis dit que certaines des réponses apportées par la science pouvaient être utiles pour les fake news. Alors, entre-temps, parce que ça fait quand même des mois que je travaille là-dessus, j'ai changé un tout petit peu le sujet. Je suis passé d'une dialectique productive très péremptoire à un point d'interrogation. Et puis, je vais tout de suite ça va tout de suite être un spoiler, parce que la réponse est assez décevante. On peut penser que le fait d'informer, de contrecarrer des fake news soit la bonne stratégie, mais à l'issue de ma réflexion de plusieurs mois, j'en suis pas tout à fait convaincu. Alors, le sommaire, le plan est assez classique. Voilà, je m'inspire de ce que j'ai appris à l'école, donc thèse, antithèse, synthèse. Disons que j'ai repris à peu près les mêmes thématiques que celles qui ont été présentées précédemment, c'est-à-dire que l'information, c'est quoi? C'est des médias, c'est du politique, probablement des journalistes. L'information, c'est probablement quelque chose qui se passe beaucoup dans la sphère du politique, et il y a les journalistes qui interviennent. C'est de l'événementiel, etc. Et c'est quelque chose qui ressort de la problématique du pouvoir. Donc le pouvoir politique, les trois pouvoirs classiques, et puis le quatrième pouvoir qui est la presse, en réalité. Du côté de la science, donc, on a affaire à des savants, des techniciens, des laboratoires, des expériences, de la méthodologie, etc. Alors, ce que je commence à faire, c'est que je regarde l'introduction à la science, comment la science combat la mauvaise science, la bad science, comme on dit, et puis j'essaie de trouver à peu près le pendant du côté des fausses nouvelles ou des fake news et les remèdes éventuels qu'on peut trouver basés sur la science. À la fin, évidemment, j'essaie de trouver une synthèse, et à la place d'une synthèse, en fait, je vais vous faire une pirouette. Puisque justement, le propre des fake news, c'est de ne pas forcément faire des synthèses. Alors, je vais m'attaquer essentiellement aux savants, à l'aspect méthodologique de la science, aux médias, aux journalistes, et le reste valable. Alors, quand on parle de savants et de politique, alors on pense immédiatement à Max Weber. Donc Max Weber, je crois qu'il va avoir... le livre « Le savant et politique » va avoir 100 ans dans quelques semaines, je crois. Parce que ça, c'est la traduction française, je crois. Donc c'est 1918. Le savant, ce que nous dit Max Weber, c'est que c'est quelqu'un qui doit avoir comme tempérament d'être modeste, c'est la modestie, sa principale qualité, et aussi ouvert et disponible aux faits. Voilà, il doit être disponible pour recevoir les faits. Et puis ce que nous dit Max Weber sur le politique, et peut-être les médias, quand on lit la description du politique, c'est aussi assez proche de ce que pourrait être l'éthique du journalisme. C'est quelqu'un qui doit avoir des convictions. Alors, est-ce que nos journalistes ont encore des convictions? Certains, probablement. Est-ce que nos politiques ont des convictions? C'est possible. Et puis, c'est quelqu'un qui doit avoir une éthique de la responsabilité. Voilà. C'est ce que nous dit Max Weber, c'est l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Éventuellement, la responsabilité, c'est ce qui fait qu'un homme politique va changer par rapport à son programme et adapter ses actes, parce qu'il est aussi responsable de ses actes, et même il doit parfois se détourner du programme initial. Voilà. Alors, si on revisite ça à l'heure actuelle, et puis ça fait aussi écho à ce qui se passe maintenant avec les 5 étoiles en Italie et dans d'autres pays que nous connaissons tous. Donc, si on regarde le savant, enfin, ça c'était pour la partie politique, donc pour le savant, les savants ont encore une prétention à la vérité. En tout cas, certains sont probablement assez honnêtes de ce point de vue-là. Mais c'est quand même un monde qui est devenu extrêmement compétitif. Pour ceux qui sont en contact un peu avec le monde de la science, on se rend compte que c'est un monde essentiellement compétitif. Pour ce qui est des politiques ou des médias,
Alors, il y a quelque chose qui reste vrai en politique, c'est l'opportunisme, hein. Depuis Aristote, Machiavel, etc., l'opportunisme reste important. Mais la nouveauté, peut-être, c'est le court-termisme et l'instantanéité, hein, comme ce qui avait été présenté juste précédemment. On a affaire à une instantanéité des événements, des prises de position, etc. C'est aussi la sphère des médias et du politique. Alors, le savant, c'est devenu très compétitif essentiellement à cause des publications et des financements, hein. Les savants sont en compétition pour publier et pour des financements. Et puis au niveau du politique, en fait, l'indicateur principal de la performance, eh bien, c'est le succès aux élections, voire l'impact médiatique ou les sondages, hein. Voilà. Alors ça, pour la science, en fait, l'une des conséquences de cette course à la publication et au financement aussi en partie, c'est justement ce qui est le fond de la bad science, hein, on va le voir avec les exemples, hein. C'est parce que les gens veulent publier avec de l'empressement que parfois ils publient des choses erronées. Et puis, je crois que le court-termisme, évidemment les médias sociaux jouent un rôle probablement, mais c'est pas si simple. Le court-termisme, en fait, et l'instantanéité des nouvelles jouent notamment un rôle pour les fake news. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la méthodologie de la science, puis on va voir si on peut appliquer quelque chose aux fake news, ce qui fait qu'on a affaire à une science, c'est qu'un énoncé est réfutable, hein. Donc c'est la définition même de la science selon Popper, c'est le fait qu'on peut réfuter une affirmation. Et puis on peut la réfuter en la remettant en cause via une expérience, via une démarche hypothético-déductive, éventuellement avec de la puissance statistique, enfin, ça c'est encore une chose. Et les éléments clés, c'est probablement la reproductibilité, hein. Ce qui fait qu'on a affaire à des affirmations scientifiques, c'est qu'on peut les reproduire, sinon elles seront invalidées. Alors, le reste des éléments très importants, c'est, en tout cas au niveau de la recherche moderne, c'est ce qu'on appelle l'accès aux données, hein. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est le faire juste après. Et puis les mécanismes classiques, c'est la citation et éventuellement la rétraction, hein. Vous savez qu'un certain nombre de papiers qui sont publiés sont en fait retirés. C'est le mécanisme de validation intrinsèque de la science. Évidemment, il y a la revue par les pairs, et puis il y a même des sciences qui sont, qui ont des procédures légales, hein, ce qu'on appelle la science régulée. Donc, les essais cliniques, c'est des choses qui sont contraints au niveau légal. Alors, on regarde un petit peu ce que c'est que le faire. Donc, le faire, c'est quelque chose qui a apparu depuis une dizaine d'années environ. Donc, c'est cet effort pour construire une science ouverte, hein, on parle de open science, qui exige que les données scientifiques soient partagées. Voilà. C'est une exigence de partage de la donnée scientifique. Alors, la donnée scientifique doit être trouvable, hein, le F c'est findable en anglais, donc elle doit être trouvable via des moteurs de recherche, via des archives institutionnelles, via des repositories. Elle doit être accessible, parce que vous voyez, elle peut être trouvable avec des moteurs de recherche, mais on peut très bien avoir un péage qui nous empêche d'y accéder. Ça, c'est pas rare du tout, hein. Les éditeurs de journaux scientifiques savent très bien ce que c'est, ils vous montrent l'article, le résumé de l'article, mais pour pouvoir y accéder pour de vrai, il faut payer. Et ça, justement, c'est un problème. S'il faut payer pour avoir accès à la donnée de la recherche, ça pose pas mal de questions. Ensuite, elle doit être interopérable. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les données doivent être standardisées de telle sorte qu'on peut les rejouer en quelque sorte. Et puis, aux dernières étapes, les données doivent être réutilisables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réutilisable? Ça veut dire que une fois qu'on les a trouvées, une fois qu'on y a accédé, et qu'on espère que les contenus sont de bonne qualité, eh bien, il faut encore qu'on ait le droit légal de les utiliser, hein. C'est pour ça qu'on a vu émerger des licences qui nous permettent de réutiliser les données ou pas. Alors, tout ça, c'est des choses il se trouve qu'on enseigne ici. Puis je me permets de faire un tout petit peu de pub, puisque le master en sciences de l'information, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin. Alors, le premier volet, c'est effectivement les universités, les centres de recherche, les bibliothèques qui s'occupent de mettre ça à disposition. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'open access ou l'open data. C'est le fait qu'il faut publier en open access. C'est maintenant une obligation depuis quelques mois, selon les directives du FNRS, hein. Donc, c'est plus comme si c'était une possibilité, c'est maintenant quelque chose qui est contraint par la loi de la recherche, bien sûr.
L'interopérabilité, c'est les ontologies et les standardisations de certains consortiums qui développent des standards. Et puis le dernier volet, c'est justement Creative Commons, vous avez CC BY, open source pour les logiciels, etc. Et ça, c'est fondamental dans le domaine des données de la recherche. Alors, je vais bientôt me tourner vers les fake news. Mais on n'est déjà pas très loin des fake news. Ce qu'a inventé justement la science pour contrer la bad science, justement, c'est des sites comme Retraction Watch qui vous donnent le top 10 ou le top 100, etc., des articles qui ont été le plus retirés, enfin, qui ont été retirés et qui ont été les plus cités. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se rend compte que le fait qu'un article ait été retiré en 2007 et qu'il y a eu 276 citations jusqu'en 2007, ça n'empêche pas qu'après 2007, il est encore extrêmement cité. Voilà. On a fait tout ce qu'on pouvait pour montrer que l'article était plus valable. C'est dans ces sites-là d'information, c'est dans les bibliothèques, dans les catalogues. Néanmoins, ça n'empêche pas les gens de continuer à les citer. Voilà. Ça nous donne un premier élément du fait que combattre les fausses informations, même au niveau scientifique, ça reste difficile. Alors, l'autre information, vous la connaissez, c'est un cas classique pour les gens pour les Genevois. Hein. C'est ce chercheur de l'Université de Genève qui, en fait, souffrait de conflit d'intérêts. Hein, il était payé par Philip Morris International, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, le premier problème des mauvaises pratiques en sciences, c'est l'empressement à publier. Hein, notamment, le cas de ce papier-là, c'est un papier où les résultats étaient faux parce qu'il y a eu des erreurs de manipulation. Il n'y a pas eu de fraude ici, si vous voulez. Hein, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les gens n'ont pas gagné de l'argent pour publier ça, mais ils ont publié trop tôt. Ça, c'est la première raison. C'est 95 ou 97% des retraits en sciences, c'est l'empressement à la publication. Et là, on voit la pression à la publication. Ensuite, évidemment, il peut y avoir des manipulations de résultats. Vous avez des gens qui manipulent des résultats parce qu'ils voudraient être prix Nobel, par exemple. Hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Et puis, évidemment, il y a les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est relativement partagé à peu près dans toutes les sphères. Peut-être un peu plus dans les sphères de l'économie que la science, mais ça existe aussi dans le domaine de la science. Voilà. Alors, si je me permets de comparer, avant de rentrer dans le détail des fake news, on a probablement tout un tas de procédures du côté des sciences qui nous permettent de combattre la mauvaise science, et on a à peu près l'équivalent au niveau du monde politique. Hein. On a vu que les premiers affectés par les fake news, c'est les hommes politiques en réalité. Mais ça concerne aussi les hommes publics, enfin les personnages publics en général, les célébrités, etc. Et puis, on se rend compte que typiquement, il y a des choses qui fondamentalement doivent attirer notre attention. On a typiquement, dans le domaine des médias et de la politique, on a la rhétorique. Vous voyez, la rhétorique, c'est l'opposé exact de l'argumentation. Hein, la rhétorique, c'est justement ce qu'on doit faire pour convaincre ou pour influencer. Voilà. Le reste est assez similaire. On va dire qu'on a des procédures de reproductibilité ou de vérification dans le domaine des médias, c'est les conséquences. On n'a pas l'accès aux données, mais on aura peut-être un jour des archives historiques, hein, parce qu'il y a quand même dans le monde de la politique, il y a quand même du secret. La citation, en fait, du côté de la science, a fait la place aux petites phrases. Vous savez, la première question qu'on vous pose quand vous êtes interviewé par un journaliste, c'est un tel du parti auquel vous êtes opposé a affirmé que vous étiez un incapable, qu'en pensez-vous ? Et effectivement, en général, c'est ce genre de reprise médiatique qui cause aussi un petit peu ces problématiques de fake news. Voilà. Bon, pour le reste, on a la revue Pour les pairs, dans le domaine du politique, on a les suffrages ou les sondages, à la fois au niveau médiatique et politique. On a aussi un cadre légal. Et puis, on a des différences de financement quand même dans les deux mondes qui sont assez importants. Je crois que ça vaut le coup de les pointer. Alors, regardons un petit peu les fake news. Je crois qu'on a deux types de fake news. Hein, c'est assez bon. La typologie des fake news, c'est la calomnie. Ce n'est pas une fake news. La calomnie, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, bien avant les médias sociaux et les choses. On a les mensonges. Bon, les mensonges, c'est quelque chose d'assez universel. Ce qui est probablement assez nouveau avec les fake news, c'est cette partie-là, donc les manipulations. Vous avez peut-être tous vu cette vidéo de la police espagnole qui attaque des Catalans. Et c'était une vraie vidéo, la police espagnole attaquait réellement les Catalans, mais la vidéo datait de 2012. Ça n'avait rien à voir avec les événements liés, disons, à l'autonomie discutée actuellement à Barcelone.
on a vu qu'il y avait surtout beaucoup de sites sensationnalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est générer du clic. Et pourquoi ils veulent du clic? Parce que du clic, c'est des revenus. Voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, hélas, presque tous les médias sont affectés par le clic. Voilà, c'est comme ça. C'est une source de revenus. Hein. Même les médias tout à fait sérieux sont affectés par ça. Et puis on a des canulars, vous savez, complètement grotesques. Alors, je me permettrais de tracer une barrière réelle, c'est-à-dire que autant cette partie-là, c'est probablement des choses qu'on peut combattre avec les méthodes scientifiques classiques, hein, le fact-checking en quelque sorte, hein, d'accord. Voilà, les mensonges, c'est ça. La calomnie, ben, on a même des procédures légales pour le faire, voilà, même si le mal en général est fait. Hein. En revanche, cette partie-là des fake news, je crois qu'en fait, la science a juste rien à dire. Voilà. Alors, l'autre nouvelle qui est apparue dans les quelques semaines qui ont précédé cet événement, c'est une étude très intéressante dans Science, qui a aussi été citée juste avant, on a vraiment les mêmes sources. C'est le fait que, il y a deux événements importants, c'est le fait que les fake news se propagent plus loin et plus vite que la vérité. Voilà, c'est comme ça, dans les réseaux sociaux. Et que c'est probablement pas du tout le fait parce qu'on a des manipulations robotiques et autres, c'est simplement parce que les gens adhèrent en fait à ces fake news. Voilà. Ça, c'est le message fondamental, c'est que les gens adhèrent à ces fake news. Et ça doit nous faire réfléchir un tout petit peu. C'est pas que les gens adhèrent spécialement aux mensonges, mais il y a quelque chose d'attirant dans ces fake news. Alors, mon hypothèse, elle est assez simple. L'hypothèse simple, c'est que la plupart de ces fake news ne sont pas crédibles et ne sont pas crues, mais seulement relayées. En fait, c'est un peu comme les vidéos de chats, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi adepte des vidéos de chats, mais vous allez cliquer sur les vidéos de chats, pas forcément parce que vous y croyez, en fait, la question ne se pose pas. Il pourrait y avoir des trucages ou autre chose, ce n'est pas le problème, mais parce que vous trouvez ça spectaculaire. Et donc, les fake news, alors j'ai repris fausse information, c'est vrai que le terme n'est pas forcément une traduction équivalente, ne sont pas pour la plupart, encore une fois, ce n'est pas vrai pour la calomnie, hein, ce n'est pas vrai pour le fact-checking, ça c'est autre chose, c'est d'autres catégories, mais la plupart du temps, les catégories du vrai et du faux, qui sont on va dire, la raison d'être de la science, n'ont simplement aucun sens dans ce contexte-là, et c'est plutôt une transformation une projection au monde des médias et du politique de catégories qui viennent du spectacle. Voilà. Simplement, on a affaire à un grand spectacle et il faudrait probablement les évaluer du point de vue de la manière dont on évalue du spectacle. Alors, les propositions, c'est justement de se débarrasser du vrai et du faux. Et on a des auteurs qui commencent à nous proposer de créer de nouvelles catégories. Alors, encore une fois, le français n'est pas bien équipé pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'on pourra avoir à la place du vrai et du faux? Et ça ne peut pas être le douteux. Vous voyez, le douteux, c'est une modalité du vrai et une modalité du faux. Alors, on propose souvent de parler de bullshit. Alors, encore une fois, on n'a pas d'équivalent. Donc, c'est plutôt... c'est un espèce de... Vous savez, le bullshit, c'est ce que fait un humoriste, typiquement, qui va vous faire rire. Il va vous raconter des bullshit, des bêtises ou des conneries, si vous voulez. Hein, il va vous faire rire, en réalité. Il va vous faire sourire, il va vous intéresser. Juste avant, il a été évoqué le fait de devoir faire du storytelling. Ben, vous voyez, le storytelling, c'est bien sûr très intéressant, le storytelling, mais c'est proprement quelque chose qui échappe aux catégories du vrai et du faux, le storytelling. Voilà. Alors, pour faire ça, je me suis appuyé sur un travail d'un monsieur qui s'appelle Sébastien Dieguet, qui se trouve qu'il est enseignant à Fribourg, d'ailleurs. J'ai découvert ça. Et puis quand même, parce que je suis dans l'heure des post-vérités, je dois vous convier que je n'ai pas lu le livre. Voilà, je ne l'ai pas lu. En revanche, j'en ai quand même tiré quelques conclusions. Un spectacle n'est ni vrai ni faux. Non, je ne l'ai pas lu parce que la bibliothèque n'a reçu qu'avant-hier. Donc, je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, un spectacle, c'est ni vrai ni faux, c'est éventuellement ennuyeux ou divertissant. Et ce qui serait proposé, c'est d'avoir des catégories pour classer les fake news, plutôt que de leur dire une nouvelle de confiance ou une nouvelle de peu de confiance, ce qui va absolument rien changer. Vous voyez, vous pourriez toujours dire que c'est une nouvelle qui vu la source, c'est pas quelque chose dont on doit donner notre confiance. Il faudrait plutôt essayer de les catégoriser en grandiose, intimiste, imaginatif. Vous voyez,
sortes de choses qui sont esthétiques en réalité. Ce qui va nous permettre probablement de nous débarrasser des fake news, c'est d'avoir un point de vue esthétique sur la fake news. Voilà. Donc, et puis évidemment, il faut comprendre que derrière, l'enjeu, c'est quand même du clic. Voilà. Alors voilà, le vrai monsieur sur lequel je me suis appuyé, c'est ce monsieur-là. Et pour le reste, show must go on. Alors je vais faire passer un chapeau et j'espère que vous serez généreux avec ma prestation. Merci beaucoup.